Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour un guide de culture sur la tomate, puisque en regardant un petit peu ce que j'avais fait sur ma chaîne et notamment dans la playlist potager, je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo sur comment tailler la tomate, mais je n'avais pas fait un guide complet sur sa culture. Alors que je pense que, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que c'est sûr, c'est le légume, le légume fruit le plus cultivé en France. Voilà, heureusement, je m'en suis rendu compte. Euh, je vous cache pas que je suis assez content de moi au niveau de ce guide, parce que bon, la vidéo va être assez longue, mais il est très 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 complet. Donc j'en suis assez content et j'espère que il vous plaira et que vous mettrez donc un maximum de pouces bleus. Voilà. Donc ensuite, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, parce que c'est possible que vous tombiez sur celle-ci et que vous sachiez pas qu'il y en a. En fait, il y en a plein d'autres sur ma chaîne. Il y a déjà environ 140 guides. Euh, Plus de 200 vidéos. Les 60 autres vidéos qui sont pas des guides, c'est des fiches techniques sur des variétés de tomates. Donc je vous invite à aller voir ça, vu que là on est en plus sur la tomate. Ça vous aidera à faire votre choix par la suite. C'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation de la tomate. Donc la tomate, c'est un légume fruit qui fait partie de la famille des solanacées, tout comme la pomme de terre, l'aubergine, les poivrons, par exemple. Il y en a d'autres, hein. Il en existe plus de 3000 variétés recensées que l'on va pouvoir classer dans plusieurs catégories. Donc par exemple en fonction de leur port déterminé, indéterminé, c'est-à-dire si, bon ça je vous l'explique après, en fonction de leur calibre, de leur couleur, de leur précocité, selon si c'est des variétés anciennes ou hybrides. Alors, les ports déterminés et indéterminés, qu'est-ce que c'est? Mais la plupart des variétés, elles ont un port dit indéterminé. C'est-à-dire que leur croissance va continuer en permanence si on ne l'arrête pas de nous-mêmes. Il va donc falloir tailler ces variétés et les tutorer. Au contraire des variétés indéterminées, il y a les variétés à port dit déterminé. Alors ces variétés-là, ce sont généralement des variétés naines, compactes, qui vont arrêter toutes seules leur croissance après 3 à 5 bouquets de fleurs en général. Pour ces variétés, un tutorage ne sera pas nécessaire, ni la taille des tétages pour arrêter donc la croissance. La seule chose qu'il y aura à faire, c'est la suppression des gourmands. Je ne l'ai pas marqué, mais j'en profite pour vous dire que la tomate, ça se cultive en pot. Bon, j'en parle pas trop dans ce guide, puisque généralement on est dans la culture de plein champ avec la tomate, mais la tomate se cultive en pot. Par contre, je vous conseille de choisir des variétés à port déterminé, qui vont rester donc compactes. Euh, Elles sont plus conseillées à la culture en pot. J'ai fait une vidéo, je crois, sur ma chaîne pour la culture en pot, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, on a les variétés anciennes ou hybrides. Alors, les variétés anciennes, leurs fruits, déjà, ils vont être plus ou moins réguliers, des fois déformés même, ce qui n'enlèvera pas leur saveur, hein. Leur production, elle est généralement plus faible que les variétés hybrides, et elles sont bien souvent plus sensibles aux maladies aussi. Mais leurs fruits sont bien souvent au niveau gustatif de meilleure qualité. Pour les variétés hybrides, c'est les variétés qu'on appelle F1. Quand vous achetez un sachet de graines, si c'est F1, c'est hybride. Alors les variétés hybrides, ce sont des variétés qui sont relativement récentes, puisqu'elles n'existent que depuis les années 60. Et la première variété hybride créée, c'était la tomate Monfavet 63.4. Les hybrides, ce sont le produit en fait d'un croisement entre deux variétés anciennes de lignée pure. Alors sur ces variétés, on aura une meilleure production que sur les variétés anciennes. Le calibre des fruits et leur forme va être plus régulier. Elles ont une meilleure résistance aux maladies. Mais
pour certaines variétés, le goût laisse parfois à désirer. Il y en a de très bonnes, euh, mais bon, moi je suis quand même, quitte à en avoir moins, je reste quand même dans les tomates anciennes, hein, les tomates ananas, les roses de Berne. L'été dernier, j'ai planté de la Indigo Apple. Franchement, c'est une variété ancienne, pourtant très bonne production, très bonne résistance aux maladies. J'ai eu aucune maladie sur aucun de mes pieds de Indigo Apple et très très savoureuse. Je vous la conseille. Ensuite, on a les variétés précoces et variétés tardives. Alors qu'est-ce que c'est? Les variétés précoces, elles vont donner des fruits avant les autres, puisque la durée de leur cycle va être plus courte. Les fruits vont être généralement de petits à moyen calibre. A l'inverse, on va trouver les variétés tardives qui vont donner des fruits plus tard dans la saison. Entre ces deux variétés, il existe des variétés que l'on va appeler semi-tardives ou semi-précoces. Donc l'idéal étant de planter des variétés précoces, semi-précoces et tardives de manière à échelonner votre récolte tout au long de la saison, en sachant que ce n'est que théorique, parce que selon les années, selon le climat aussi, certaines variétés dites précoces vont vous produire des fruits plus tard que des variétés dites tardives, et vice-versa. Le fait de planter plusieurs variétés aussi, je vous le recommande, parce que, par exemple, si vous avez une variété qui est atteinte d'une maladie, par exemple le mildiou, ou l'oïdium, ou j'en sais rien, peut-être que une autre variété ne le sera pas. Donc, si vous plantez que la même variété, vous risquez, si vous attrapez une maladie, de perdre toute votre récolte et de rien avoir. Donc, vraiment, plusieurs variétés, c'est pas obligatoire, mais presque indispensable, quoi. Donc là, je vous ai mis le calibrage selon les normes européennes. Donc, on va trouver les tomates cerises qui vont faire de 15 grammes à 30 grammes. Les tomates cerises cocktail, légèrement plus grosses, de 35 grammes à 40 grammes. Les tomates à petits fruits, qui vont faire de 50 grammes à 100 grammes, avec un calibre de 47 à 57 mm. Les tomates à fruits moyens, calibre 57-67, avec des fruits de 100 grammes à 150 grammes. Les tomates à gros fruits, calibre entre 67 et 82 mm, avec des fruits qui pèsent 150 à 200 grammes. Et on a les tomates à très gros fruits, avec un calibre supérieur à 82 mm. Donc parmi celles-là, je peux vous citer la tomate ananas et la super steak. Tomate ananas, cet été j'en ai sorti une de 786 grammes. C'est la plus grosse que j'ai réussi à faire et vous pouvez arriver à en produire jusqu'à 1 kg des tomates ananas. Au niveau du sol et de l'exposition, la tomate elle va s'adapter à tout type de sol, des sols alluviaux légers jusqu'aux terres argileuses lourdes, en sachant qu'elle a quand même une préférence pour les sols profonds, légers, légèrement acides et riches en matière organique ou humus, et surtout bien drainés. Elle n'aime pas les excès d'humidité. Il faut que le sol soit frais, mais pas détrempé. La tomate étant d'origine tropicale, elle va donc avoir besoin d'une situation chaude et ensoleillée. Elle craint le froid et un plant de tomate sera détruit si la température descend en dessous de 2 degrés. En général, en théorie, la tomate elle requiert, pour pousser et fructifier dans les meilleures conditions, une différence de 10 degrés entre le jour et la nuit, avec des températures optimum idéales en fait entre 28 degrés en journée et 18 degrés la nuit. Les nouvelles variétés hybrides sont un peu plus résistantes à tout ça, elles vont mieux s'accommoder des écarts de température. C'est pour cela que sous notre climat, la culture en plein champ ne peut être envisagée qu'en été, de mai à septembre-octobre. Bien évidemment, on fera les semis avant, mais pour la plantation en pleine terre, ce sera généralement on attend vers le 10 mai, à part dans le sud où on peut avancer un peu, mais les scènes de glace en fait, que les scènes de glace soient passées. Alors on passe aux semis.
Alors déjà les différents types de semis. Eh bien, le semis, il doit être réalisé dans un sol dont la température est d'au moins 16 degrés, l'idéal étant 20 degrés, ce qui est rarement le cas sous nos climats au moment de faire les semis. Donc la solution la plus simple, c'est de réaliser le semis dans des godets, des terrines, des pots, des caissettes, enfin tout ce que vous voulez, et l'entreposer dans un local chauffé, lumineux ou une véranda. Il existe également des mini-serres de quelques dizaines de centimètres, dont certaines possèdent le chauffage et même l'éclairage. Alors pour un semis en terrine en intérieur, ce procédé permet de semer une grande quantité de graines sur un minimum de surface. Donc on va gagner du temps et de la place lors du semis. Mais attention parce que le temps que vous allez gagner là, il va être perdu, voire même comment vous allez perdre encore plus de temps après pour le repiquage en fait, puisqu'il va falloir que vous repiquiez un à un les jeunes plants dans des godets. Moi, ce que je vous conseille, c'est la deuxième technique, c'est le semis en godet. Alors cette méthode, elle va éviter le repiquage, puisque les semis seront déjà dans les godets, ce qui va vous faire gagner du temps. Mais l'autre avantage, c'est que vous allez diminuer les risques de perte des plants dus au repiquage. L'inconvénient, c'est qu'il va vous falloir beaucoup de place dès le semis pour stocker les godets. Mais moi, je vous conseille cette technique-là. Alors pour le semis en godet, vous mettez, je vous explique, vous mettez pas de la terre jusqu'en haut, de manière à ce qu'après, quand le plant va se développer, vous puissiez rajouter de la terre pour favoriser l'émission de nouvelles racines, mais je crois que je vous en parle après. Donc voilà les mini-serres chauffées avec le tapis chauffant en dessous, certaines ont l'éclairage. Vous pouvez faire aussi, vous voyez dans le fond de la serre, il y a des petits trous, c'est pour mettre des pastilles de tourbe. En fait, vous les trempez dans l'eau, ces pastilles, elles sont plates, elles vont gonfler, et il y a un trou au milieu, vous y mettez votre graine. Alors ça donne de très bons résultats, mais si comme moi vous faites beaucoup de plants, ça va vous revenir très cher. Donc, alors, l'époque des semis, quand faire les semis? Ben, la date des semis, elle va dépendre de la possibilité pour vous de pouvoir mettre vos plants en pleine terre en fait. Normalement, il faut compter 1 mois et demi à 2 mois entre le semis et la mise en pleine terre. Dans le midi, il va être possible de mettre en terre à partir de fin avril, début mai. Donc on va pouvoir commencer à semer dès février-mars. Pour les régions du nord de la Loire, on plantera les tomates dans la deuxième quinzaine de mai, voire début juin, après les fameux seins de glace dont je vous parlais. Normalement, je crois que c'est le 10, 11 et 12 mai, je crois. Un truc comme ça. Donc, pour ces régions-là, le semis il va avoir lieu fin mars, début avril. Bien évidemment, si vous avez l'intention de protéger vos jeunes plantes du froid, il sera possible d'avancer légèrement toutes ces dates. Donc, là, je vous ai mis un petit schéma étape par étape pour faire un semis. Donc, en terrine. Mais c'est la même chose que vous le fassiez en godet ou autre. La méthode reste la même. Vous tamisez le substrat de culture pour qu'il soit le plus fin possible. Vous prenez un terreau universel, de la terre de jardin que vous tamisez, ou alors c'est un peu plus cher, mais vous achetez un terreau spécial semis qui est déjà tamisé en fait. Ensuite, vous répartissez bien les graines. Vous pouvez vous aider d'une feuille de papier pliée en deux. Vous pouvez y mettre du sable aussi, mélangé aux graines dans la feuille de papier de manière à ce qu'elles soient bien réparties, un peu mieux réparties. Ensuite, vous tassez tout doucement le substrat avec une planchette. Vous humidifiez. Attention, le semis, on va humidifier la terre en le brumisant, parce que sinon, si on arrose, on va tout dérégler. Ensuite, on couvre d'une plaque de verre si on n'a pas de mini-serre. Et on fait bien attention quand il y a de la condensation sur la plaque de verre, que les gouttelettes d'eau commencent à se fixer sur la plaque de verre, on l'essuiera et on la remettra en place. Et ensuite, quand les plants ont levé, 10 à 15 jours après la levée, on va éclaircir. Et ce sera le moment de repiquer. C'est pour ça que moi je préfère tout mettre en godet, puisque moi je vends des plants
sur des marchés, etc. J'en produis peut-être, je sais pas, entre 1000 et 1500 chaque saison. Donc vraiment, si vous voulez en faire beaucoup, je vous conseille là, pour avoir testé la première année où j'ai fait ça, j'en ai vu de toutes les couleurs pour tout repiquer quand j'ai semé comme ça en terrine. Donc après c'est à vous de voir. Si vous en faites pas beaucoup, si vous faites qu'une caissette, ça va encore. Alors l'entretien après le semis. Quel que soit le type de semis que vous aurez choisi, le substrat il va devoir toujours être maintenu humide jusqu'à la levée. Alors on va arroser par brumisation tous les jours ou dès que la surface du terreau commence à s'assécher. Une fois que vos jeunes plants ils auront levé, il faudra continuer d'arroser mais sans mouiller les jeunes plants. Vous imaginez bien que c'est quand toute cette barquette à l'écran là, va être remplie, arroser en brumisant sans mouiller le feuillage, ça va être très compliqué. Donc une astuce, c'est que normalement votre caissette elle est percée, là, pour que drainer quand même. Faites toujours vos semis dans des caissettes percées. Donc vous allez mettre une soucoupe sous votre terrine que vous allez remplir d'eau et en fait l'arrosage va se faire par capillarité. L'eau va remonter tout simplement dans le terreau par le bas et vous n'aurez pas à mouiller, à arroser votre barquette et mouiller vos plants. Alors le repiquage. Le repiquage il a pour but de favoriser l'apparition de nouvelles racines et d'éviter que les plants ne montent trop et ne s'étiolent. C'est-à-dire que la tige soit longue mais dégarnie en fait, qu'il y ait trop d'écart entre chaque branche. Alors le repiquage il va s'effectuer environ 3 semaines après le semis lorsque les jeunes plants auront émis de 3 à 4 feuilles, sans compter les deux petites du début qui s'appellent les cotylédons. C'est celles qu'on voit ici. Alors comme pour le semis, il existe plusieurs procédés pour le repiquage, mais la méthode la plus simple, même si elle demande du temps et de la place, reste le repiquage en godet. Quelle que soit la méthode de repiquage que vous allez choisir, la façon d'opérer ce sera la même. Il va falloir préparer autant de godets que de plants que vous avez l'intention de transplanter. Vous allez les remplir de terreau, pas jusqu'en haut, puisqu'on verra que par la suite on pourra rajouter un peu de terre quand il va continuer de grossir. Donc vous les remplissez, vous laissez 2 cm à peu près. Ensuite, avec votre doigt ou un crayon, vous faites un trou dans le terreau. Recouvrez ensuite de terreau, vous mettez votre plant en place sans plier les racines dans le tronc. Ensuite, vous recouvrez de terreau jusqu'au niveau des 2 cotylédons, de manière à provoquer à nouveau la formation de racines sur toute la partie qui sera enterrée de la tige. Ensuite, on tasse légèrement le substrat autour du plant avec 2 doigts et on rajoute du terreau si nécessaire, vu qu'avec le tassement, le niveau aura baissé. On arrose immédiatement après la transplantation, après le repiquage, et si possible, on évite d'exposer les jeunes plants au soleil direct pendant les premiers jours qui vont suivre cette opération. Ensuite, l'entretien va consister à maintenir le substrat humide. Humide ne veut pas dire détrempé. Ensuite, si vous aviez directement semé en godet, moi c'est ce que je vous conseille. En fait, il y a une petite astuce. Après avoir éclairci et gardé un seul plant par godet, parce que quand vous faites des semis par godet, vous mettez 3-4 graines. Et quand ils ont commencé à lever, vous gardez le plus joli, un seul plant par godet, le plus beau, quoi. Alors, quand vous avez donc fait cette technique du semis en godet, que vos plants ont levé, que vous avez éclairci, vous allez tasser le terreau de manière à faire rentrer un peu plus le plant dans le godet, donc en le tassant. Et de cette manière, vous allez pouvoir rajouter du terreau jusqu'au niveau des cotylédons. Et donc, toute la partie qui était en extérieur va se retrouver
une partie de tige qui était à l'extérieur va se retrouver enterrée et de nouvelles racines vont se former et donc vont donner de la vigueur à votre jeune plant. Pardon. Donc la plantation. Alors la plantation doit se faire lorsque les risques de gelée ne sont plus à craindre et que la température moyenne est d'environ 15 degrés. Généralement, on va parler de la mi-mai, après les scènes de glace, mais on peut anticiper cette date, comme je vous disais, dans le sud, ou alors si on compte protéger les plants du froid. Normalement, la plantation en pleine terre, elle doit se faire avant que les plants n'émettent des fleurs. C'est pour cela que vous n'avez aucun intérêt à semer trop tôt. Quelques jours avant la mise en terre, on va acclimater les plants. On va les acclimater en fait en les sortant pour commencer à les mettre dans les conditions climatiques dans lesquelles ils vont se retrouver dès que vous les aurez mis en pleine terre en fait. 2-3 jours avant, c'est suffisant. Ensuite, la culture des tomates, elle va se faire sur ligne, en rang, et on laissera entre 60 et 80 cm en tous sens. Alors, attention de ne pas être trop gourmand. Moi, je laisse 81 mètres même sur le rang et entre les rangs. Tout simplement parce que si vous plantez trop serré, il va y avoir une mauvaise aération quand ça aura bien poussé, tout, que la végétation sera dense. Il y aura une mauvaise aération. Quand vous allez arroser, une humidité va remonter. Cette humidité elle va stagner puisque ce ne sera pas aéré. Et ça, c'est cause de maladies et notamment de mildiou, puisque le mildiou justement apparaît par temps sec, pas sec, pardon, chaud et humide. Donc, risque de mildiou. Alors, pour le trou de plantation, on va faire un trou d'environ 30-40 cm en tous sens, en amoblissant le fond du trou. Donc, on va le bêcher un peu, le fond du trou, de manière à par la suite ce que les racines s'enfoncent plus facilement. On peut également ajouter à la terre extraite un peu de fumier bien décomposé, du terreau et même un engrais spécial tomate. Et après, on rebouchera avec tout ça. Il y a une petite technique qui consiste aussi. Vous pouvez, j'ai oublié de l'écrire, mais vous pouvez déposer une couche aussi de gravier qui va servir de drainage ou de billes d'argile ou de 5-10 cm sur laquelle vous allez venir mettre, si vous pouvez, des orties hachées qui, en se décomposant, en fait, vont fertiliser votre sol et fortifier votre plant contre les maladies. Très, très efficace. Donc vous mettez votre gravier, une couche d'ortie hachée, vous mettez 2-3 cm de terre pour pas que les racines du plant soient en contact avec les orties quand même, ça pourrait les brûler. Et ensuite vous placez votre plant. Avant de le dépoter le plant, vous allez le faire tremper quelques minutes dans l'eau. Ça va le permettre de le dépoter plus facilement. Il faut essayer de perdre le moins de terre possible de la motte lors du dépotage. Ensuite, on va placer la motte au fond du trou. Et à ce moment-là, une autre technique, c'est de couper les deux cotylédons, donc les deux premières petites feuilles arrondies, toutes petites. On va les couper et on va enterrer la tige sur toute la partie violacée et poilue. Vous verrez quand votre plant va se lever, qui va commencer à bien grandir, jusqu'à 4-5 cm au-dessus des deux cotylédons, la tige elle est violette et elle est poilue. Et bien toute cette partie, il faut bien couper les cotylédons, vous allez enterrer toute cette partie et en fait tous ces poils vont se transformer en racines. Et donc votre arbuste sera là encore, votre plant sera plus vigoureux. Vous profitez de cette étape comme on le voit sur l'image 3 pour mettre en place votre tuteur. Donc le tuteur, attention, puisque certaines variétés, notamment des anciennes, peuvent monter à plus de 2 mètres de haut. Donc prévoyez ça quand même. Après ça c'est en fonction de la variété que vous plantez. Et c'est pour les variétés, je répète, à port indéterminé, puisqu'on a vu que pour
apport déterminé, il n'y a pas besoin de tuteur. Ensuite, comme pour tout, on tasse bien la terre autour du plant. On aménage une cuvette qui va permettre de récupérer l'eau d'arrosage, mais aussi l'eau de pluie. Et puis on arrose copieusement et on veille à maintenir la terre humide le temps de la reprise. Ensuite, on passe à l'entretien et les soins. Donc le tutorage. Pour les variétés à port indéterminé, il va falloir, on l'a vu, attacher au fur et à mesure de la croissance les plants à leur tuteur. Pour ça, vous allez prendre de la ficelle ou du raffia, en prenant soin, quand vous vous attachez, de ne pas trop serrer pour ne pas blesser la tige. Donc ce que je vous disais, voilà, prévoyez des tuteurs suffisamment grands, parce que pour certaines variétés, surtout anciennes, ou alors dans les régions où le climat est favorable au développement des plants plus longtemps, certains plants justement vont pouvoir dépasser les 2 mètres de hauteur. Ensuite, il y a les feuillages. Les feuillages, il consiste à supprimer une partie du feuillage du plant. Il va permettre aux tomates de mûrir plus vite en favorisant une meilleure aération et une meilleure pénétration de la lumière, surtout pour les variétés à feuillage abondant. Alors, attention tout de même à ne pas trop en enlever, parce que c'est grâce aux feuilles quand même, ce sont les feuilles qui vont apporter le sucre dont les tomates ont besoin pour grossir normalement. Généralement, on commence à effeuiller quand on arrive en fin de saison, de manière à accélérer la maturation des derniers fruits qui peut-être n'auraient pas le temps de mûrir correctement. Mais bon, on verra par la suite dans la partie conservation que même si les fruits n'ont pas fini de mûrir, ce n'est pas très grave. Ils finiront leur maturation plus tard, même si la saveur ne sera pas la même. Alors ensuite, en cours de croissance, on va se contenter de supprimer les feuilles sèches ainsi que celles qui traînent sur le sol. Là aussi, très important, comme on le voit sur la photo, ces feuilles, on va les supprimer très rapidement puisque quand vous allez arroser, elles vont tremper dans l'eau. Et même le fait d'être en contact avec le sol risque de maladie. On les supprime. Ensuite, le paillage. Le paillage pour la tomate, vous pouvez faire ça, mais moi je dirais qu'il est quasi indispensable puisqu'il va être bénéfique pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il va limiter l'apparition des mauvaises herbes. La deuxième, c'est qu'il va maintenir une certaine humidité, une fraîcheur dans votre sol, ce qui va vous permettre de réduire la fréquence des arrosages. Généralement, vous les réduisez de moitié lorsque vous mettez un paillage. Donc, paillage, vous pouvez utiliser de la paille, de l'herbe fauchée, plein de choses, même une couche de fumier décomposé qui en finissant de se décomposer va nourrir votre sol. Ensuite, il y a le paillage avec un film plastique. Celui-là, il aura un autre avantage, c'est qu'il va permettre d'augmenter la précocité des tomates et d'avoir un rendement un peu plus élevé. Ensuite, on a les bourgeonnages. Donc, les bourgeonnages, c'est la suppression des gourmands. À l'aisselle de chaque feuille vont apparaître, au fur et à mesure de la croissance, des pousses qui vont donner soit des fleurs, soit des rameaux feuillés. C'est cela qu'on appelle gourmand. Donc, on le voit sur la photo de droite, le gourmand. Et bien, il va falloir les supprimer. On viendra les supprimer 1 à 2 fois par semaine, parce qu'en fait, ces gourmands, ils vont puiser inutilement l'énergie et bien sûr au détriment des fruits. Alors on les reconnaît facilement parce qu'ils poussent en diagonale, donc à 45 degrés, entre la tige principale et une branche. S'ils sont petits, vous pouvez les pincer avec vos ongles. S'ils sont plus gros, on prendra un sécateur parce qu'il faut faire attention de faire des plaies les plus nettes possibles, parce que c'est par les plaies que les maladies aussi arrivent, s'attaquent à vos plants de tomates. Ensuite, l'arrosage. Alors, j'ai envie de dire, c'est presque l'élément clé de la réussite de votre culture. Alors, l'arrosage, il va se faire au pied de la plante, en faisant bien attention de ne pas mouiller le feuillage, ce qui favoriserait l'apparition de maladies cryptogamiques telles que le mildiou, ce fameux mildiou.
Alors, idéalement, l'arrosage, on va le faire le matin. Mais si on ne peut pas, on va le faire le soir. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est les périodes de forte chaleur de la journée, quand le soleil tape vraiment, quoi. Si possible, on va utiliser de l'eau à température ambiante. Bon, ça, c'est... Voilà, c'est un petit conseil, mais... Ensuite, l'arrosage, il va devoir être effectué régulièrement par temps sec, sous peine de voir apparaître certaines maladies, comme la nécrose apicale, ce qu'on appelle plus vulgairement le cul noir. Et inversement, si on arrose trop, on risque de voir se développer certaines maladies, comme la pourriture grise. Et donc, je vous ai mis l'idéal étant bien sûr la mise en place d'un système de goutte à goutte. Alors, si vous avez des grosses surfaces, un goutte à goutte plus élaboré, un vrai système sera utile et je pense rentabilisé au niveau du gain de temps. Si vous avez que, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de pieds, vous pouvez trouver ce système là qu'on voit sur la photo en bas de la bouteille. Ça coûte sur internet, on peut s'en procurer entre 1 et 2 euros. Euh, et franchement, c'est très efficace. Moi, j'ai mis ça au potager et c'était la première année que je le mettais. C'est très efficace. En fait, on aura juste à venir recharger la bouteille tous les 1 à 2 jours, puisqu'on peut y mettre des bouteilles de 2 litres. Et ici, il y a un réglage du débit. En tournant la molette, vous avez un réglage du débit. Et donc, en fait, votre terre est toujours humide. C'est vraiment pas mal comme système. Je vous le conseille. Ensuite, la fertilisation. Bon, ben, la tomate, c'est une plante gourmande qui va nécessiter au cours de sa croissance azote, acide phosphorique et potassium. Alors, on va pouvoir fertiliser avec du purin d'ortie 2 ou 3 fois après la plantation, à 15 jours d'intervalle entre chaque apport. Ensuite, on va utiliser du purin de consoude qui est moins riche en azote et davantage en potassium. Potassium qui est favorable au grossissement des fruits. Alors ça, c'est pour faire les choses bien biologiques. C'est très efficace. Si vous voulez pas vous prendre la tête à faire votre purin ou à le diluer ou quoi, bon, il existe des engrais tout prêts spécial tomate vendus dans le commerce. Je suis moins fan, mais il y en a des bio. Il y en a qui sont bio, donc votre culture restera biologique. Récolte et conservation. Donc la récolte elle va intervenir généralement entre 4 et 6 mois après le semis, en fonction de la précocité des variétés et du climat. Un pied de tomate peut produire en moyenne entre 2 et 6 kg de tomates, en fonction des variétés, puisque généralement les hybrides vont tourner entre 4 et 6 kg, les variétés anciennes vont tourner entre 2 et 4 kg de rendement. Après ça dépend aussi bon, l'entretien, le climat, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Les tomates cueillies à pleine maturité vont pouvoir se conserver une dizaine de jours à 5 degrés, alors que celles que l'on va cueillir encore vertes, vont se conserver environ un mois entre 12 et 15 degrés, période pendant laquelle elles achèveront leur maturation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fin de saison, si vous avez des tomates encore vertes sur votre plan, les jetez pas, vous les cueillez, vous les laissez à l'air ambiant, et elles vont finir de mûrir. Certes, elles auront moins de saveur, mais elles finiront de mûrir. Et il faut savoir qu'on fait tous l'erreur, moi le premier, mais normalement les tomates ne devraient jamais être conservées au réfrigérateur, parce qu'il leur enlève tout leur goût. Donc normalement il faudrait aller cueillir chaque jour au potager ce que vous avez besoin, pour ne pas devoir les stocker au réfrigérateur. Donc voilà pour la récolte et la conservation. Maintenant on va passer à la taille. Et il faut savoir, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, tout le monde se contente de faire une culture sur une tige. Enfin tout le monde, il y en a qui le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Il existe 3 façons, avec plusieurs méthodes pour certaines façons. Donc la méthode 1 que tout le monde connaît, c'est la taille sur une tige. C'est celle qui est la plus connue et la plus pratiquée. On va couper les gourmands au fur et à mesure qu'ils apparaissent à l'aisselle des feuilles. Donc on les voit ici. À chaque aisselle des feuilles, on a un gourmand.
Ensuite, on va laisser se former environ 5 ou 6 bouquets floraux. Ça dépend des variétés. Donc, j'ai fait une playlist variétés de tomates. Il y a à peu près 60 variétés présentées où je vous dis justement pour certaines à combien de bouquets on va devoir laisser pousser, si elles sont vigoureuses ou pas. Enfin, allez voir, c'est très détaillé. En fait, cela dépend des variétés et du climat. Le nombre de bouquets. Si vous habitez dans le nord, vous laisserez moins de bouquets dans le sud, puisque les chaleurs vont durer moins longtemps. On peut aller jusqu'à 8 voire 9 bouquets pour la tomate noire de Crimée, par exemple. Jusqu'en octobre, et même plus en région méditerranéenne. Alors ensuite, on va couper la tige au-dessus du dernier bouquet floral qu'on veut garder, que vous pensez qu'il aura le temps d'arriver à maturité. En effet, il est inutile de laisser les dernières fleurs se développer en fruits, puisque si vous arrivez en fin de saison, elles ne mûriront pas et vont épuiser la plante en retardant la maturation des fruits précédents. Donc là on le voit, 1, 2, 3. Là il y a notre bouquet qui apparaîtra, 4, 5, hop, on a coupé. Ça c'est la méthode que tout le monde connaît. Ensuite, il y a une variante, c'est la taille sur une tige avec 2 générations de 3 bouquets. Donc en gros, la première génération, on va couper la tige au-dessus du troisième bouquet floral. 1, 2, 3, on est sur l'image de gauche, on est tête. De là, on va laisser le gourmand qui est situé, on va supprimer tous les gourmands sauf le dernier qui est situé juste en dessous de la taille qu'on va faire. Ce gourmand, il va donner un prolongement, donc là on est sur l'image 2, qui va créer la deuxième génération en fait. Là encore, on va pincer tous les gourmands, absolument tous là, et on aura 3 bouquets floraux, et on viendra étêter. Cette technique-là, quitte à faire sur une tige, vous embêtez pas. Ça se fait, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Ensuite, il y a la variante 2, taille sur une tige en 3 générations de bouquets floraux. Bon, ben là, c'est le même principe. On va couper la tige au-dessus du deuxième bouquet floral. On supprime tous les gourmands, sauf le dernier, en dessous de la taille. Et on va répéter l'opération sur le gourmand va se transformer en prolongement. On répète l'opération, on supprime tous les gourmands, on taille au-dessus du deuxième bouquet, on laisse le dernier gourmand qui lui va encore se transformer en une tige. Pour moi, aucun intérêt. Après, si ça se fait, je saurais pas vous expliquer pourquoi ça. Par contre, celles qui sont intéressantes de taille, c'est celle-ci. Alors, c'est la taille sur 2 tiges. Alors, cette méthode de taille, elle est adaptée pour les variétés productives, dont on ne cherche pas à hâter la précocité. Donc, c'est-à-dire des variétés généralement hybrides, précoces, semi-précoces, puisqu'en fait, on va avoir plus de bouquets de fleurs, donc plus de tomates. Et ça, ces techniques-là, pas grand monde les connaît. Donc la première étape, image de gauche, on coupe au-dessus des 2 premières feuilles, sans supprimer les 2 gourmands. Attention, ces 2 gourmands, ils vont se transformer en tiges, qu'on voit sur l'image de droite. Sur ces 2 tiges, on va enlever tous les gourmands et on va couper au-dessus du 3e ou 4e bouquet de fleurs selon la variété de vos tomates. Et on garde le dernier gourmand parce qu'en fait, il va de nouveau se prolonger. Et donc, on va arriver au final, si on avait coupé au-dessus de 3 bouquets ici, 3 bouquets ici, ça fait 6 et 6. Et on arrive à avoir 12 bouquets de fleurs tout en réduisant la hauteur. Si on devait laisser 12 bouquets de fleurs sur la même tige, on serait à 3 mètres de hauteur peut-être. Donc voilà l'intérêt de cette taille. Après,
on peut la simplifier cette taille et éviter, au lieu de laisser des tétés ici au-dessus de 3 bouquets, on supprime tous les gourmands et on laisse pousser cette tige sur le nombre de bouquets qu'on veut. Et ensuite, il y a la taille sur 3 tiges. Donc la première étape, on coupe au-dessus de la 3e feuille. Donc il y a 3 gourmands. Ces 3 gourmands, eh ben, on va les laisser se développer tout simplement. Ils vont former des tiges. Donc on aura 3 tiges. Et sur ces 3 tiges, on peut soit étêter, toujours pareil au-dessus du 3e bouquet, et laisser partir un gourmand. Soit on peut simplifier et on laisse ces tiges pousser, on laisse 3, 4, 5, 6 bouquets de fleurs. Et on supprime tous les gourmands. Donc l'intérêt c'est que vous allez réussir, si vous en laissez je sais pas 5 ou 6 par truc, vous allez arriver à avoir 18 bouquets de fleurs. Alors par contre ça c'est pour des variétés très vigoureuses et productives. Ou encore on ne cherche pas à hâter la précocité, attention. Donc voilà, ben c'est tout pour la tomate. Avant d'en finir, je suis tombé sur ça. Alors je croyais que c'était un faux, mais c'est réellement vrai. Ils appellent ça... Ah, j'ai oublié le nom. En fait, c'est l'arbre tomate, c'est une variété hybride. Euh, Cet arbre-là, il est exposé à Disney World, dans la partie botanique du parc d'attractions en Floride. Et en fait, c'est un arbre qui va se développer hyper vite. Quand il aura atteint sa taille maximale, il va recouvrir à peu près 50 mètres carrés en haut. Et ça forme une canopée de 50 mètres carrés. Et il est dans le livre des records, dans le Guinness Book, puisque il y a une année où il a produit près de 30 000 tomates, je crois, soit 522 kilos de tomates. Alors que tout part d'un plan. Fallait que je vous le montre, je trouvais ça assez marrant, je connaissais pas, je savais pas que ça existait. Donc voilà, ben c'est tout pour cette vidéo sur la tomate. Fallait que je la fasse, c'était important. Heureusement que j'ai vu que je vous l'avais pas encore fait, personne ne me l'avait dit. Donc, et ben si cette vidéo vous a plu, vraiment j'espère. Moi j'en suis assez fier. J'ai mis beaucoup de temps à la réaliser. Je trouve qu'elle est assez complète. Donc, s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus. Si ce n'est pas déjà fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour être tenu informé de mes prochaines publications. En sachant que j'ai encore des centaines et des centaines de guides à vous présenter. Donc, ben voilà. Oui, c'est tout pour la tomate et je vous dis à très vite pour un prochain guide. Si vous voulez ce support ou n'importe quel autre, vous me le demandez par Skype ou par email. Et pareil, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer et moi je vous ferai des guides concernant ce qui vous intéresse. Voilà, à très vite pour un prochain guide. A plus.